freelance. Rôle en agence ou en freelance. So, déjà, merci d'assister, comme chaque dimanche. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre du livre qui s'intitule C'est quoi ton rôle en tant que graphiste, soit en agence ou en freelance. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui correspond à ton profil ou par rapport à qu'est-ce que tu veux réellement. Pour la plupart, vous avez lu le livre. Et l'idée, c'est d'échanger pour essayer de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse s'identifier à un environnement spécifique, mais surtout pouvoir aussi planifier ces environnements par rapport à telle période ou telle période. Et naviguer dans l'écosystème professionnel, que vous soyez design graphique ou cherchant ou que vous soyez déjà un professionnel aguerri. L'idée, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un choix qu'il faudra faire, mais surtout que ce choix, c'est par rapport à ton parcours professionnel. L'idée, c'est qui tu es, mais surtout d'identifier les avantages et les inconvénients, pas les inconvénients, mais les défis entre les deux environnements. Quand tu es en période d'apprentissage, pour la plupart, ils ne savent pas ce qui les attend. Et du coup, ils vont juste apprendre pour les notes. Pour d'autres, ils vont apprendre en ayant un objectif précis, c'est d'aller en agence de communication. Pour d'autres, ils ne savent pas le boulot qu'il y a en tant que freelance. Ils sont juste paresseux et ils se disent qu'ils ne veulent pas être comment ça veut pas coaché, mais ils ne veulent pas être ils ne veulent pas recevoir d'ordre de qui que ce soit. Et du coup, ils choisissent cette liberté. C'est ça qui va les pousser à vouloir aller dans la voie des freelances. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux univers professionnels sont différents, mais c'est comme s'il y a un certain lien entre les deux. Ce que j'ai compris par rapport à mon expérience professionnelle, c'est que quand on est étudiant ou en période d'apprentissage, que ce soit 3 ans ou 2 ans, ta carrière de freelance commence à cette période. Ta carrière de freelance commence quand tu commences à étudier le métier. Parce que quand tu commences à apprendre certaines techniques, à apprendre de nouvelles choses, tu as envie de pratiquer. Et l'idée qui va te venir en tête, c'est d'essayer de trouver des clients. Même si ce que vous allez appeler clients, ils ne vont rien payer. L'idée, c'est juste de coûte que coûte pratiquer, mettre en pratique tout ce que tu sais faire ou tout ce que tu as appris et pouvoir mesurer tes compétences et se dire qu'est-ce que je dois améliorer, mais surtout faire des erreurs et apprendre de ces erreurs. Il y en a certains qui vont exceller en période d'apprentissage, c'est-à-dire durant les premières étapes de carrière de freelance. Ils vont commencer à exceller, ils vont commencer à même être à l'aise dans cette carrière de freelance et ils vont faire l'erreur de se dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller en agence. Pour moi, c'est une erreur parce qu'il faut comprendre que aller en agence, c'est un autre univers. Mais il faut comprendre que aller en agence, c'est l'objectif, pour moi, l'objectif premier, c'est d'y aller pour apprendre. Parce que vous allez apprendre, mais vous allez apprendre sur le terrain. Au-delà de apprendre sur le terrain juste après l'apprentissage, il y a apprendre sur le terrain dans un environnement qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as eu à voir depuis que tu as terminé ta formation. Parce que l'univers de l'agence, c'est un univers où tout est structuré, tout est bien organisé. Tu viens à 8h, tu descends à 18h. Et même, c'est ce qu'on te dit sur le contrat dès que tu démarres, mais tu viens à 18h, des fois, tu descends à minuit ou 1h du matin. S'il y a des campagnes publicitaires ou il y a des campagnes urgentes, et du coup, tu es obligé de rester jusqu'à minuit ou quelque chose comme ça, et que le lendemain, tu es obligé de venir plus tôt. Ce n'est pas parce que tu es descendu à minuit que tu viens le lendemain à midi ou à 14h. Donc, cette structuration organisée t'oblige à avoir une certaine, c'est-à-dire à se plier par rapport à ça. Et l'autre chose qui est comme avantage par rapport au fait d'aller en agence, c'est que tu ne travailles pas seul, tu travailles en équipe, il y a quelqu'un qui te dit quoi faire, il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont aussi compétentes que toi ou plus compétentes que toi. Si tu as des blocages, tu peux leur demander pour aller plus vite et du coup, ça augmente ça accélère tes compétences, mais surtout, ça te rend encore plus
En fait, si tu ne sais pas travailler en équipe, tu es obligé d'apprendre à travailler en équipe. Et du coup, tu vas améliorer toutes compétences connexes. Tu vas faire le nécessaire pour respecter les deadlines comme il faut, parce que sachant qu'en agence, souvent les deadlines sont très serrés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà de juste bosser sur, au-delà de juste respecter les deadlines, vous avez des projets, tu vas toucher presque à tout. C'est-à-dire que tu as la possibilité de toucher à plusieurs projets différents. Et ces projets différents, ces projets diversifiés te permettront d'apprendre, mais surtout, il peut arriver que certains ils sont bons dans un logiciel ou ils sont plus excellents dans un logiciel, par exemple. Par exemple, ils sont plus Photoshop ou plus Illustrator. Le fait d'aller en agence, il peut arriver que ça te pousse à aller dans cette zone d'inconfort qui peut, qui peut qui peut être, par exemple, de plus toucher à Photoshop que Illustrator par rapport au projet que tu as en face de toi et que tu es obligé de t'adapter. Après, l'autre chose, c'est l'évolution de carrière. En agence, il y a, en fait, tout est bien établi. Tu entres en tant que stagiaire. Si tu fais 5 ans, durant les 5 ans, si tu évolues concrètement, tu n'es plus stagiaire, tu es en CDD, mais tu es en CDD, on t'appelle plus stagiaire, tu es le graphiste. Après le graphiste, à un moment donné, il peut arriver que qu'on te dise que tu es graphiste senior ou tu es graphiste junior. Il y a d'autres personnes à qui tu devras montrer la voie parce qu'on t'a montré la voie quand tu es arrivé. Après, à un moment donné, il peut arriver qu'on te dise, OK, tu n'es plus graphiste junior ou senior, maintenant tu es directeur artistique ou tu es directeur artistique junior ou senior. Et à un moment donné, tu es appelé à gérer d'autres graphistes ou c'est-à-dire une équipe qui dépend de toi. Après, à un moment donné, et naturellement, au fur et à mesure, par rapport à toutes ces grades, tu es en train d'évoluer. Et cette évolution de carrière te permet aussi d'évoluer en termes de maturité, mais surtout en termes de challenge, qui est différent de juste l'évolution que tu as juste quand tu es un freelance et que tu bosses tout seul, qui tu es obligé d'avoir une certaine discipline pour pouvoir réussir dans le domaine du freelance. En réalité, c'est ça la plus grande différence entre bosser en agence ou bosser en freelance. Quand tu bosses en freelance, tu es obligé d'avoir de l'autodiscipline pour t'en sortir. Parce que quand tu es freelance, oui, c'est vrai, en termes d'avantages, il y a cette liberté créative, tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de faire en termes de propositions créatives, etc. Alors qu'en agence, des fois, c'est un peu restreint. Tu ne peux pas te permettre d'aller dans certains sens ou d'autres. Oui, des fois, tu peux proposer certains trucs, mais souvent, tu es restreint par si tu as des N+1, N+2, tu es restreint par là où on te demande de passer, tu es obligé de passer par là. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Alors que quand tu es freelance, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. L'essentiel, c'est que tu puisses convaincre tes clients par rapport à ta direction créative. L'autre chose aussi par rapport au freelance, c'est que c'est la flexibilité horaire. Tu peux dormir à 23 heures, te réveiller à 14 heures, commencer à travailler, ou même bosser une fois dans la journée, juste 2 heures de temps. Après, le reste de la journée, tu peux t'amuser. Tu peux te faire 1 million en 2 jours. Après, tu peux choisir de ne pas bosser pendant 2 semaines ou pendant 3 semaines parce que tu es freelance, parce que tu as fait 1 million, ce que les gens ne font pas ou feront que peut-être pour ceux qui ont des salaires à 100 000 francs par mois, ils le feront que peut-être en 10 mois ou plus. Et toi, tu vas te dire que oui, j'ai fait 1 million en 2 jours ou en 1 semaine, je peux me permettre de prendre des vacances. Alors que en fait, en réalité, tu es en constante guerre avec toi-même, où tu es obligé de te discipliner. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu t'es fait beaucoup d'argent en peu de temps que forcément, tu vas te permettre de prendre des vacances. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en freelance, ce qui est intéressant, c'est que tu peux bosser tomber sur un projet où tu te fais beaucoup d'argent. Mais tu peux rester pendant 3 mois, il n'y a personne qui va te dire combien ou à combien tu fais. Tu vas pas avoir de projet sur lequel tu vas travailler, ce qui fait que ça va être compliqué. Tu seras obligé d'être là à chercher des clients, à faire des prospections pour pouvoir convaincre des personnes, etc. Et
ça, c'est problématique, mais il y a c'est ce qu'on appelle les moments de haut et les moments de bas, où il y a des choses qu'il faut faire pour compenser ces moments-là où tu n'as pas de projet. C'est-à-dire, ces moments où tu n'as pas de projet, tu es obligé de compenser ça avec autre chose. Des fois, pour certains, nous, ce que nous faisons, c'est les moments qu'on utilise pour bosser sur des projets personnels, ou ces moments-là, on les utilise pour bosser c'est-à-dire pour s'auto-former sur d'autres compétences connexes, ou juste approfondir les compétences que nous maîtrisons déjà. Et l'autre chose en termes d'avantages par rapport au freelance, c'est que tu peux te permettre de facturer n'importe comment, ou tu peux te permettre de facturer ce que tu veux. Et après, au moment où, par exemple, je prends l'exemple d'une charge, par exemple, au moment où une agence facture 2 millions à un client qui veut une charte graphique, etc., toi, tu peux te permettre de facturer 1 million, 1 million 200, juste en deçà de l'agence, et avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir faire exactement pareil. Sachant que si c'est toi qui étais en agence, naturellement, peut-être c'est à toi qu'on confierait tout le projet dans le monde détail, et que c'est toi qui l'exécuterais du début jusqu'à la fin. Mais quand tu es freelance, tu es obligé d'avoir, au-delà des compétences techniques, tu dois avoir les compétences, c'est-à-dire relationnelles, pour pouvoir négocier ou décrocher certains projets ou certains machins pour pouvoir ensuite les exécuter, mais surtout avoir cette continuité de pouvoir gérer le client du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, au-delà de juste faire tout pour avoir le projet, derrière, il y a ces compétences qu'il faut développer en termes de relationnel, du début jusqu'à la fin du projet, pour pouvoir satisfaire et livrer à temps. Surtout livrer à temps. Après, cette flexibilité que tu as en étant freelance, c'est aussi de pouvoir avoir des clients partout dans le monde. Et quand je dis des clients partout dans le monde, quand tu es freelance, la moindre des choses, c'est que tu dois faire ta communication. La moindre des choses, tu dois montrer au monde qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as eu à faire. Pas seulement qu'est-ce que tu sais faire, mais qu'est-ce que tu as eu à faire. C'est facile de dire je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, mais c'est plus simple de montrer tout ce que tu as eu à faire, parce que au-delà de juste montrer ce que tu as eu à faire, on voit qui a eu à te faire confiance. Et ça aussi, c'est un facteur qui est assez intéressant pour pouvoir convaincre d'autres clients pour pouvoir bosser avec toi. Et ce qui est compliqué, et je veux dire, ce qui est compliqué en étant freelance, c'est que tu deviens un entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Ça s'apprend, pour certains, ils ont appris l'entrepreneuriat dans le temps, mais l'entrepreneuriat, ça s'apprend, et tu es obligé de l'apprendre, soit dans le temps, soit de faire des recherches pour pouvoir évoluer rapidement. Dans le temps, c'est quoi? C'est que tu vas te casser la tête, tu vas faire fuir certains clients, mais à chaque fois que tu fais des erreurs, tu vas apprendre. Ou tu vas te rapprocher de ceux qui sont déjà dans le milieu et qui sont des freelances, qui vont te partager leurs tips, et tu vas faire le nécessaire pour pouvoir t'adapter et te réadapter en fonction de ce que tu as reçu, mais surtout en fonction de ce que tu vas avoir en termes d'expérience. Et ce qui fait que c'est un peu compliqué par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que tu es obligé de tout faire, de négocier, de gérer ta comptabilité, de gérer le projet du début jusqu'à la fin, après de gérer ta communication, etc. C'est comme si, en fait, tu es en train de faire, genre, si c'est en agence, par exemple, c'est des tâches des personnes qui s'occupent de certains, c'est leur métier, c'est-à-dire le comptable, le community manager, etc. C'est-à-dire c'est scindé sous forme de métier, sous forme de tâches. Et quand tu es freelance, tu es obligé de tout faire du début jusqu'à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un choix. Et quand je dis c'est un choix, c'est que quand tu démarres, tu as cette possibilité de tester le freelance. Quand tu démarres en tant qu'apprenant, de part et d'autre, tu cherches des clients à gauche et à droite. Le fait de chercher des clients et de gérer avec tes clients de part et d'autre, ça te permettra de pouvoir apprendre comment gérer, comment négocier avec les clients, comment parler avec les clients, mais surtout, ça te permettra de gagner en confiance pour pouvoir
grandir avec eux. Parce qu'il y a certains clients, tu vas grandir avec eux, ils vont t'aider, ils vont t'amener d'autres clients. Et ce qui fait que, avant même de terminer ta formation, il peut arriver que, tu aies une liste de clientèle de 10 ou 15 clients qui te sont fidèles, au point que tu n'aies même pas besoin d'aller en entreprise. Parce qu'il y en a certains que ça arrive, ils ne vont pas en agence, pas seulement en agence ou en entreprise, ils ne vont pas en entreprise ou en agence, juste parce qu'ils ont déjà des clients fidèles. Et du coup, ils n'ont même pas le temps de vendre 8 heures de leur temps en journée. Parce qu'aller en agence ou en entreprise, c'est vendre minimum 8 heures de ta journée du lundi au vendredi. Pour certains, ils vont bosser du lundi au samedi. Mais ce qui est intéressant de savoir, ou le plus important à savoir, c'est que ça soit bosser en agence ou bosser en freelance, c'est un choix, mais c'est un choix par rapport à la personne, par rapport à l'identité de la personne, qui il est, mais surtout par rapport à son choix et ses objectifs. Après ça, peu importe le choix que tu auras à faire, que ce soit en agence ou en freelance, tu vas devoir assumer tes choix, mais surtout mettre l'énergie qu'il faut pour pouvoir t'en sortir comme il faut. En gros, c'était ça. Je pense que le plus important ou le plus intéressant, ce serait de recueillir vos questions, parce que vous avez lu le livre. Pour certains, je ne sais pas si tous ceux qui sont là, ils ont eu à lire le livre ou pas, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est juste que on parle d'agence, rôle en agence ou rôle en freelance, mais l'élément essentiel ou l'élément primordial ou fondamental, c'est le chapitre qu'on a abordé dimanche passé. Qui êtes-vous? C'est-à-dire, d'abord, il faut être compétent. Il faut être compétent. Et pour être compétent, il faut que vous mettez l'énergie qu'il faut pour bien apprendre, mais surtout adapter votre méthodologie d'apprentissage à vos objectifs professionnels. Que ce soit vouloir aller en agence, vouloir aller en freelance, mais votre objectif principal, c'est se faire de l'argent ou vivre de votre métier. Et vivre de votre métier, que ce soit en agence ou en freelance, si vous faites le nécessaire comme il faut, vous allez pouvoir vivre de votre métier comme il faut. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse poser vos questions. Merci de votre attention. J'ai oublié d'activer la caméra. Mais c'est pas méchant. Donc, ouais, ne faites pas comme la dernière fois. Affaire de dire qu'il pose des questions. Mais le gars, il va rajeunir. Fadel, comment tu vas? Ça va bien, super. Un plaisir de vous revoir. Ouais, ça fait plaisir aussi. Donc, j'ai fait exprès de ne pas tout développer dès le départ, parce qu'il y a le modèle hybride Harmat que j'ai abordé dans le livre, mais je vais l'aborder après certaines questions. Peut-être même ça va sortir durant les questions, parce que c'est un modèle assez intéressant, mais c'est un modèle sur lequel il faut faire vraiment attention à comment tu le fais. Mais ouais, si vous avez des questions, je vous écoute. Vous pouvez activer votre micro ou juste écrire sur la page de chat. Et en attendant, je vais laisser la parole à Matar Wad. S'il est là, il peut se permettre de prendre la parole parce que lui, actuellement, il est en agence. C'est un de mes anciens étudiants. Il est en agence et je pense que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui est en agence et qui peut s'exprimer par rapport à comment il le vit. Et après, on essaiera de prendre un autre qui est freelance. Bon, que ça soit Moutsal ou Massaïsé. Bonsoir. Le temps que les gens puissent poser leurs questions sur la partie chat. Oui, vas-y, docteur.
Salut, bonsoir à tous. J'espère que tout ça serait bien et que ñëpp ngi am jàmm bu baax a baax. Ouais, ouais, je pense que c'est super intéressant ce que vous venez d'énumérer comme ça parce que la vie en agence, là, c'est très chaud. C'est plus Ouais. que chaud. Comme tu as dit tantôt, hein, tu peux venir à 8h30 ou à 8h45. On te reproche que tu es en retard. Mhm. Ouais. Tu devais descendre à 18h30 ou à 17h30. Tu te, tu te retrouves toujours au bureau jusqu'à minuit, 1h, ou même des fois, tu passes la nuit. Hein. Ouais. Tu passes la nuit pour des campagnes que tu dois envoyer coûte que coûte parce que le client le veut aujourd'hui. Et c'est sûr qu'il ne va pas te répondre dans la nuit. Il va te répondre le lendemain à 11h. Il va déjeuner, il va faire son petit déj, il va prendre son déjeuner et après il te répond. Tu vois. Et après le lendemain, toi, tu es obligé de revenir à 8h30 aussi. Hein. Mhm. Ça veut dire que la vie en agence, c'est bien. Moi, je pense que tout créatif devrait passer en agence, quoi, parce que ça va vraiment te forcer. Parce qu'en fait, ce que tu apprends à l'université, à l'école, dans les formations et trucs, ils vont prendre ça, ils vont le mettre ensemble. Ils vont le mettre ensemble. Ça veut dire que les gars, jàng yëpp doomu taal lañ koy def. Après, tu réapprends, da ngay jàngat. Ça veut dire que tu es en train, comme on dit, l'oiseau là qui renaît de ses cendres. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais Phoenix. Ouais, le phénix, exactement. Donc, c'est comme ça, en fait. Les gars, jàng yëpp doomu taal lañ koy def et ngay jàngaat. Parce qu'en fait, à l'école, ou les clients que tu as en freelancing, c'est-à-dire que souvent, bon, pour ne pas dire des clients bas de gamme, mais souvent, c'est pas tu as pas de brief concis. Tu vois, et après, en agence, on t'apprend à lire les briefs, à comprendre les briefs, et après, en faisant déjà de la stratégie, parce que c'est la strat qui pense en premier. Et si la strat est bien définie, très bien établie, on passe à la conception. On passe à la conception, ça c'est la dernière partie qu'on va faire. Mais euh, la lignée est très, est très long parce que ça vient déjà, il y a il y a le client qui envoie le brief, Mhm. les commerciaux, ils vont prendre le brief de 2 pages ou de 3 pages ou de 25 pages, ils vont l'envoyer à la strat. Si ça nécessite que des gens sortent sur le terrain pour faire des recherches, pour poser des questions par rapport aux questions demandées, ils vont le faire. Et après, la stratégie, eux, ils vont prendre ce brief-là et toutes les informations qu'ils ont par rapport à ce qu'ils font. Ils te font ça à 2 pages ou à 3 pages. Ça revient encore à travers les commerciaux. Eux, ils l'envoient à la directrice de création. Comme on dit, hein, il y a la directrice de création ou directeur de création, il y a les directeurs artistiques, il y a les graphistes et il y a les exés. Mhm. Il y a les social media managers et les community managers. Disons que le social media manager, c'est le directeur artistique Les disons, community managers. exactement, du community manager. C'est eux qui gèrent tous les réseaux sociaux, tous les ads, tous les trucs là. Donc, du coup, et après, et les CR, j'avais oublié, les copywriters, les CR. Donc, ça passe au niveau de la directeur ou directrice de création. Lui, il voit c'est quoi le travail à faire. Il crée un dossier, il le partage à tout le monde. Il le partage à tout le monde. Il y a le CR qui fait son travail de copywriter. Il y a le social media manager qui fait le travail sur tout ce qui est digital. Il y a le directeur artistique qui lit le dossier pour voir c'est quoi le travail à faire. Et après, si ça nécessite qu'on fasse des brainstorming, que ce soit le DA, le graphiste, le social media manager, le CR, le directeur ou directrice de création, on fait des séances de brainstorming pour trouver des claims, des noms, des trucs.
Et si tout ça a été déjà fait, on ficelle tout et on met dans le dossier. Et après, toi, le gars, tu as tout ce dont tu as besoin en termes de texte, en termes de direction. Et après, tu fais, tu déclines, tu envoies. Et c'est perpétuel. C'est comme ça que ça se passe chaque jour, chaque jour, chaque jour. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Tu répètes, tu fais, tu répètes, tu envoies. Tu lis, tu répètes, tu fais, tu envoies. Et ça te permet de beaucoup apprendre parce que des fois, tu fais des erreurs de ouf. On te ramasse. Tu apprends, tu apprends pas tes erreurs ou et après tu avances quoi. La vie d'agence, c'est chiant, excusez-moi du terme, c'est chiant, c'est compliqué, mais je pense que c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire quoi. Donc honnêtement, je vous encourage à chercher de bonnes agences de communication, que ce soit des agences de communication 360 intégrées ou d'autres agences, mais que ça soit de très bonnes agences, quoi. Comme ça, au moins, vous allez apprendre. Au moins, vous allez apprendre, quoi. Merci beaucoup. Yeah, cool. Ouais, c'est déjà cool. C'est déjà cool par rapport à ce que tu as dit. Mais moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que, ou ce que je veux que les gens retiennent, c'est que tout ce que tu as dit comme chaîne ou process, quand tu es freelance, c'est toi qui fais tout, du début jusqu'à la fin. Tu n'as pas quelqu'un d'autre qui est à côté. Tu ne payes Oui, pas quelqu'un d'autre. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, Exact. quand tu es en agence, tu ne te soucies pas de ce que le client a payé. Il y a les commerciaux qui gèrent ça. Ça veut dire que toi, tu ne sais même pas si le client a payé ou tu le fais gratuitement. Ouais. C'est pas ton souci. C'est pas ton souci. Toi, on te donne un brief, tu fais. Tu cherches pas à comprendre. Tu cherches pas à comprendre. Tu as des clients à gérer parce que chaque DA ou chaque graphiste a ses clients, a ses budgets à gérer. Quand on dit budget en agence, c'est les clients, tu vois. Donc, tu te soucies pas du budget, tu te soucies pas des textes. Mais quand tu es en freelance, c'est toi le CR, c'est toi le community manager, c'est toi le social media manager, c'est toi le stratégie, le stratégiste, c'est toi le DA, c'est toi le graphiste, c'est toi qui exécute, c'est toi qui fais tout. Tu fais tout et ça devient important quand tu passes en agence parce que tu connais les process en fait. Tu connais les process, tu connais comment ça se passe. Donc, quand tu vires pour faire du freelancing, tu vas faire des dingueries. Tu vas faire des dingueries parce que tu sais comment ça marche, tu sais comment ça passe et ça passe crème quoi. Okay. Ça passe. En fait, je reviens juste à la fin, c'est-à-dire là où tu as terminé. Moi, là où je dis dans le livre, choisissez votre combo, freelance, agence, entrepreneur à vie, c'est-à-dire freelance à vie. Ou ben, tu termines ta formation, tu pars en agence, après tu es freelance à vie, ou bien tu fais agence, freelance à vie, ou ben, il y a des gens freelance après agence à vie parce qu'ils ne peuvent pas supporter le fait de rester sans avoir de projet ou sans même, ils ont des problèmes pour facturer, ils ont des problèmes pour aller convaincre le client ou même pour mettre un prix sur ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils ont besoin de cette sécurité financière, d'aller en agence et de même pas gérer tout ça et d'avoir le salaire qu'ils ont négocié, c'est-à-dire chaque mois 200 000 ou chaque mois 300 000. Après, ça fait le affaire. Et du coup, ils ne veulent même pas quitter l'agence. Et bon, ce genre de personnes, tu vas voir que ils vont évoluer. Et c'est le genre de personnes qui peuvent faire carrément. C'est le genre de personnes qui vont devenir déjà des fois des pionniers dans l'agence parce qu'ils n'essayent même pas de sortir de l'agence. Parce qu'ils ne veulent même pas avoir une carrière de freelance parce qu'ils ont testé ça et ils ne veulent pas se casser la tête avec tout ça et ils ne veulent pas prendre des risques. Parce qu'en réalité, le fait de bosser en freelance, c'est vouloir prendre des risques, mais surtout, oser. C'est juste ça, oser. Mais après, derrière, freelance ne veut pas dire liberté totale. Freelance, quand tu veux t'engager dans le freelance, il faut avoir des objectifs précis. Mais surtout, savoir que
quand tu es en freelance, par exemple, celui qui est en agence, qui bosse de 8h à 18h, par exemple, qui descend à 18h, dès qu'il descend à 18h, lui, il peut se permettre de ne pas bosser, genre de 18h à 23h ou à minuit, il se repose. Alors que quand tu es en freelance, tu peux te réveiller plus tôt que lui et bosser plus tard que moi, ou c'est-à-dire bosser jusqu'à 23h ou minuit, 1h du matin. Juste parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas les mêmes, même si tu gagnes plus que lui qui est en agence, c'est différent. Ce n'est pas question de gain, c'est question d'objectif. C'est question de qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif de carrière? Qu'est-ce que tu veux réussir? Où est-ce que tu veux arriver? C'est quoi tes plans? Donc, l'autre chose aussi que j'attire l'attention, c'est le fait de bosser sous pression en agence. C'est comme si tu bosses tout le temps sous pression. En agence, c'est comme si tu bosses tout le temps sous pression et sous stress. Mais il ne faut pas se dire que non, c'est parce qu'en agence, moi, je ne sais pas bosser sous pression, sous stress, que je ne vais pas aller en agence. Non. Parce que même si tu es freelance, ben, bosser sous pression, bosser sous stress, c'est ça qui va te garantir une certaine efficacité. Parce que le fait de savoir travailler sous pression et sous stress, c'est ça qui va te permettre, si jamais tu arrives à décrocher 5 clients et qui ont des deadlines serrés, que tu puisses les satisfaire. Parce que si tu ne sais pas travailler sous pression, tu ne peux pas tous les satisfaire. Mais si tu sais travailler sous pression, bon, tu peux avoir 10 clients, mais tu vas devoir faire le nécessaire pour pouvoir les satisfaire. Si tu ne fais pas le nécessaire pour les satisfaire, bon, tu vas perdre des clients. Et ce n'est pas intéressant de se lancer dans cette carrière de freelance et que derrière, tu n'as qu'un client ou que les clients te fuient. Mais il faut comprendre que c'est le métier qui exige que toute personne qui l'exerce puisse travailler sous pression et sous stress. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut changer de mindset. C'est-à-dire la définition de stress et pression par rapport à les autres, il faut que tu l'appréhendes autrement. Moi, tu dois t'en servir comme carburant. Moi, perso, c'est comme ça que je m'en sers. Je m'en sers comme carburant. Quand en fait, moi, mon espace de travail déjà soit optimal, ce qui fait que déjà, je fasse le nécessaire pour que tout soit optimal, pour que je puisse faire tout dans les délais. Et quand je dis dans les délais, c'est que j'ai tout ça à faire. Il faut que je mette un temps sur chaque tâche. Comment je fais par rapport à mon process? La première chose, c'est mon espace de travail. Ensuite, c'est la musique que je vais écouter. Ensuite, c'est analyser les 10 projets. Je te prends un exemple comme si c'était 10 projets. Analyser les 10 projets. Lesquels sont les plus simples à faire? Je commence par les plus simples aux plus compliqués. Il y en a certains qui vont faire l'effet inverse. Moi, ça m'arrive de faire le contraire, c'est-à-dire les projets qui sont plus compliqués. Mais très rarement. Pourquoi? Parce que tu commences par les projets les plus compliqués. Si tu te bloques, ça bloque ton cerveau et à un moment donné, ça crée une paralysie et qui fait que tu n'as même pas envie de continuer et ce qui fait que tu n'avances pas. Alors que si tu commences par les projets les plus simples, tu passeras moins de temps là-dessus parce que c'est des projets simples, tu les fais le plus rapidement possible et cette satisfaction de projet réalisé, déjà fait, ça crée une certaine... ça dégage certaines hormones par rapport à ton corps, ce qui fait que tu te sens encore bien pour continuer. Et ce qui fait que dès que tu tombes sur des projets qui sont lourds et que tu te bloques quelque part, en termes d'inspiration ou autre, moi, ce que je fais, je me bloque quelque part, je n'ai même pas le temps de rester là. C'est-à-dire, je vais switcher sur un autre projet et je commence. Et c'est comme ça que je fais. Et après, c'est le carburant. Donc, du coup, peu importe que ça soit vous êtes débutant en apprentissage ou vous êtes déjà dans le milieu professionnel et que vous ne savez pas comment bosser sous pression ou sous stress, il faut apprendre à bosser sous pression et sous stress parce que ça s'apprend. Une fois que en fait, ce n'est pas le genre de choses qu'on apprend par la théorie aussi. Quand je dis ça s'apprend, il va falloir que vous vous exercez à le faire. Et en essayant de le faire, c'est comme ça que vous allez pouvoir bien le faire comme il faut. Donc, ouais, c'est tout ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à écrire sur la partie chat.
Wow. Yeah. Ah, ok. Bonne question, Céline. Bon, déjà, merci. À partir de combien un freelance en design doit-il commencer à appliquer la TVA ou penser à un statut juridique plus formel dans un pays comme le Sénégal? Déjà, ce qu'il faut comprendre, si tu n'as pas encore acheté le livre, vas-y, va sur le site et chope-le. Ensuite, pour répondre à ta question, bon, je l'ai détaillé dans le livre, il faut comprendre que les pays de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, déjà, par rapport à ton statut juridique, si tu crées ton entreprise, la première des choses que tu vas faire, c'est créer une entreprise individuelle. Et si tu as une entreprise individuelle, tu ne t'occupes pas de la TVA tant que tu n'as pas dépassé 50 millions de chiffre d'affaires. Et je dis bien 50 millions de chiffre d'affaires. Et en deçà de 50 millions de chiffre d'affaires, au lieu de facturer la TVA, tu factures ce qu'on appelle le BRS. Le BRS, ce n'est pas 18%. 18%, c'est la TVA. Mais le BRS, c'est 5% de ton chiffre d'affaires. Et ce n'est pas 5% de seulement ton chiffre d'affaires. C'est qu'à chaque fois que tu fais une facture, tu ajoutes le BRS. Et ce qui fait que à la fin de l'année, tu fais la somme de tout ce que tu as encaissé. Après, tu vas reverser ça à l'État. Et ce qui fait que le jour où tu vas franchir les 50 millions de chiffre d'affaires, l'État, il le saura. Et tu seras obligé de changer de régime, quitter le statut entreprise individuelle au statut SARL, où tu as un budget de 100 000 francs bloqué, etc., ou 1 million, ou SA, ça dépend des statuts. Donc, pour un début, moi, ce que je te conseille, c'est créer une entreprise, trouve un nom, créer une entreprise en ton nom et commence à facturer comme il faut. Mais surtout, quand on parle de chiffre d'affaires, subtilement, on parle de comptabilité. Donc, tu dois être régulier par rapport à ta comptabilité, avoir des devis clairs, avoir des factures claires, avoir un fichier où tu as la liste de tout ce que tu as à facturer, mais surtout avoir la liste de tes dépenses et tes recettes au-delà de ce que tu fais. Mais après, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un travail à faire. Il faut, pour un début, tu peux le faire avec Excel, le temps que tu franchis les 50 millions de chiffre d'affaires. Mais après, au-delà de Excel, etc., quand on parle d'entreprise, tu as une entreprise individuelle, 50 millions, tu ne peux pas garder ça sur Wave ou Orange Money. Donc, qui parle d'entreprise, qui parle de comptabilité, pour moi, je commence à être sérieux par rapport à ce que tu fais. Et pour moi, la première des choses que tu dois faire, tu dois aller créer ton compte bancaire d'entreprise. Et du coup, l'argent de l'entreprise sera différent de ton argent. Donc, ton argent peut rester dans tout ce qui est Wave, Orange Money, etc. Et l'argent de ton entreprise restera dans le compte bancaire de l'entreprise. Ce qui fait que tu vas faire la part des choses. Et après, derrière, ce qui est intéressant, c'est que quand tu démarres, et ça, c'est question d'entrepreneuriat, quand tu démarres, l'argent de ton entreprise, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la boîte. Même si tu as fait gagner à l'entreprise 20 millions, 30 millions, ce n'est pas ton argent. Mais tu peux choisir, après un an, de commencer à te verser un salaire de 100 000 ou 150 000 par mois. Même si tu n'as pas de clients le mois, même si tu as 10 clients le mois, tu respectes ton salaire en disant que cette année, j'ai 150 000 par mois que mon entreprise me verse. Et du coup, tu peux en faire un virement permanent. Et chaque mois, tu reçois des 150 000. Même si tu fais gagner à l'entreprise, ton entreprise, et dis-toi, c'est ton entreprise, mais c'est ton entreprise par rapport au nom que tu as donné. C'est-à-dire, peut-être, en créant l'entreprise individuelle, tu ne le donnes pas ton nom, tu ajoutes un nom commercial. Et ça peut être Céline Studio, par exemple. C'est un nom commercial, donc ce n'est plus toi. C'est ta structure. Et bon, ça, c'est le genre de choses qu'il faut savoir. Donc, tu crées ta structure, tu crées ton compte bancaire, tu commences à faire tes factures comme il faut et avoir la liste de tout ce qui est facture entrant, facture sortant dans les moindres détails pour pouvoir facturer les BRS et à la fin de l'année pouvoir faire tes déclarations comme il faut. Mais surtout qu'après, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que tu peux te permettre d'avoir certains marchés. Parce que pour bosser avec certaines entreprises, certaines boîtes, ils vont te demander tes papiers d'entreprise.
Et pour bosser avec tes papiers, si tu n'as pas de papier d'entreprise, tu ne peux pas avoir le marché. Et si tu n'as pas le marché, ça, tu n'as pas de NINEA, registre de commerce, etc., bon, tu ne peux pas décrocher le projet. Et si jamais il y a certains aussi, si tu veux bosser avec l'État, on te demande ton quitus fiscal. Si tu n'as pas de boîte, si tu n'es pas régulier par rapport à ta structure, par rapport à tout ce qui est versement et autres, tu n'as pas de quitus fiscal, donc tu ne peux pas atteindre certains niveaux de projet où tu peux te faire des millions. Donc, mais pour un début, fais le nécessaire, crée ta structure, va faire le nécessaire pour avoir tes papiers d'entreprise. Après, tu vas utiliser ces papiers d'entreprise pour créer le compte bancaire, compte entreprise. Et compte entreprise, différent de compte personnel, c'est tu payes 10 000 francs par mois que l'entreprise, que la banque retire directement sur ton compte. Si tu commences à payer 10 000 francs par mois, tu vas tout faire pour commencer à avoir le maximum de clients par mois pour qu'au moins les 10 000 francs, que tu ne t'en occupes pas trop. Parce que c'est 120 000 l'année. Mais 120 000, ce n'est pas grand-chose pour une entreprise. Donc, ouais, c'est ça. Comment justifier tes tarifs différents à 2 clients pour le même type de service sans paraître incohérent ou malhonnête si un jour ils en parlent entre eux? Bon, tu t'en fous si les clients en parlent entre eux. Déjà, il ne faut pas trop se baser sur les clients. C'est toi. En fait, la tarification, ça se fait sur la base de plusieurs facteurs. C'est la complexité du projet, ton évolution technique. Ça dépend aussi de la personne, c'est-à-dire de qui est venu pour que tu le factures. Mais moi, je ne suis pas trop pour cette troisième option, mais il faut comprendre que quand tu factures, déjà, moi, ce que je dis souvent, c'est que les grilles tarifaires, quand tu fais des grilles tarifaires, il faut le faire par an. Et quand tu factures une prestation, la prestation, tu le factures en fonction de la personne. Tu fais des facturations sur mesure. Donc, en termes de justificatif, et puis tu n'es pas obligé de justifier tes prix. Il faut être clair dès le départ. Ce n'est pas à toi de justifier tes prix. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que quand tu fais une prestation, un devis clair te permettra de ne pas être là à justifier quoi que ce soit. Parce que le devis, il est là, il est clair parce que tu as bien détaillé ce que ça te prend comme élément, comme service, etc. Et quand tu me dis le même service peut ne pas prendre le même temps pour toi. L'un des clients peut être compliqué et que ça a étiré sur 1 semaine ou 2 semaines, alors que tu as facturé pour 2 jours. L'autre client peut être pragmatique, tous les éléments sont là, il a payé exactement ce que tu as demandé dès le départ, il a validé dès le départ. Donc, tu n'as même pas le temps d'aller faire des allers-retours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que tes prix peuvent augmenter ou diminuer en fonction de toi. Salut, juste une question. Comment ça va ta personnalité, genre, si tu... Oh, ouais. Par rapport à Anne qui demande comment savoir ta personnalité. Tu ne peux pas le savoir dès le départ. Là, tu peux pas le savoir quand tu es apprenant. Quand tu démarres, la première des choses, c'est que tu fasses... En fait, ton objectif, quand tu démarres, ton objectif, c'est d'être bon. Ton objectif premier, c'est d'être bon, c'est-à-dire d'être excellent dans ce que tu fais. Quand tu es bon dans ce que tu fais, tu as ta place dans le milieu. Point. Peu importe. Tu as ta place en agence, tu as ta place en freelance. Point. Après, derrière, comment tu vas savoir? C'est qu'il faut explorer pour savoir. Explorer le freelance, rester pendant 6 mois, par exemple, où tu vas devoir faire toute la communication qu'il faut pour montrer ce que tu sais faire, chercher des clients, démarcher, prospecter, etc., jusqu'à avoir des clients et essayer de les satisfaire jusqu'au bout. Une fois que tu as fait ça, après, si ça tente d'aller en agence, tu vas en agence pour découvrir. Et aller en agence pour découvrir, tu ne vas jamais le regretter. Même si tu te fais surexploiter, tu ne vas pas le regretter. Parce que même dans la surexploitation, tu vas apprendre des choses. Et après, derrière, ce sera à toi de te mettre en face de toi-même pour faire un choix. Et peu importe le choix que tu auras fait, tu vas devoir assumer. Parce que c'est ta carrière. Est-ce que le diplôme obtenu à l'école joue un rôle important dans
dans les partenariats avec de gros clients ou pour travailler avec des agences. Non. Moi, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Jamais. On ne m'a jamais demandé mon diplôme, à moins que ce soit à l'université de Laval où je dois m'inscrire pour faire une maîtrise. Vous n'êtes qu'une bonne école. Dans le milieu professionnel, jamais on m'a demandé quel diplôme tu as. À moins que, je dis bien, à moins que ce soit pour travailler aux Nations Unies. Parce que pour travailler aux Nations Unies ou certaines ONG, le diplôme, il est important. Parce qu'on te paye en fonction de ton diplôme. Si tu as une licence, si tu as la licence, on te paye à hauteur de licence. Si tu as le master, on te paye à hauteur de master, genre cadre. C'est là où c'est important. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, au moins aller jusqu'en master, vous pouvez être sûr de sécuriser cette partie-là. Mais en allant jusqu'au master, faites le nécessaire pour être de plus en plus compétent. Quand je dis compétent, ce n'est pas seulement compétence linguistique ou juste théorique, mais avoir des compétences réelles. Parce que de nos jours, le monde va dans ce sens, les n'ont plus d'importance. Et tout à l'heure, Wad l'a dit, c'est une parenthèse, mais il a raison. Quand tu pars en agence, ils s'en foutent de tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as appris, la seule chose qui les intéresse, c'est les bases que tu maîtrises. C'est-à-dire les bases qui restent en toi, que tu as maîtrisées, c'est la seule chose qui les intéresse. Après, tout le reste, c'est eux qui vont te l'apprendre. Et ils vont te l'apprendre, pas en étant là derrière toi en te disant, non, fais ça, ensuite fais ça. Non, ils vont te l'apprendre sous pression. Tu n'as même pas le temps de te dire, non, je ne vais pas te criser. Non, non. Là-bas, ça ne marche pas comme ça. OK? Je suis un peu confus quand j'ai arrêté. Ben, si, ça sert à quelque chose. Attention. Bon, en fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière, vu que tu as déjà commencé une formation en infographie. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de faire le nécessaire pour maîtriser ce que tu es en train d'apprendre. Et maîtriser ce que tu es en train d'apprendre, comment tu vas le faire? Ben, tu ne vas pas te limiter à ce que tu vas apprendre en classe. Tu vas faire le nécessaire pour t'améliorer, mais exceller dans chaque matière ou chaque module que tu apprends. Et une fois que tu fais ça, après, c'est à toi de créer ton marché. C'est-à-dire faire le nécessaire pour avoir de la clientèle, mais surtout réussir dans le domaine. C'est-à-dire, trouve-toi une spécialisation dans tout ce que tu apprends, que ce soit la 3D, le web, le graphisme, etc. Et faire le nécessaire pour avoir des clients, mais surtout réussir dans le domaine. Tout court. Après, si ça tente de voyager, ton diplôme d'infographie pourra te servir. Parce que dans le domaine ou dans le monde, il y a des zones où les gens, ils ont juste besoin, ils s'en foutent de quel diplôme tu as, BFM, Bac ou autre. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui est compétent dans un métier spécifique. Est-ce que travailler dans une agence a plus d'opportunités qu'en freelancing? Non, c'est pas question il y a plus d'opportunités. C'est question de choix. Qu'est-ce que tu veux vraiment? En agence, bosser en agence, il y a des opportunités, mais il y a aussi des défis. Bosser en freelance, il y a des opportunités, il y a des avantages, mais il y a aussi des défis. Après, il faut se mettre en face de tout ça et faire un choix. Salut, moi, j'aimerais savoir comment surmonter la peur constante de l'échec et doute. Mindset du mentor. Ça, je pense que je vais le faire. Je l'ai dit la dernière fois, Abdou Karim Sissé. Comment surmonter? Il n'y a pas à surmonter. C'est très simple. Arrête de douter et passe à l'action. Aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre. Keneen ku la wax leneen da lay nax. Lenn rek la mooy tu arrêtes de douter et tu passes à l'action. Parce qu'au moment où tu passes à l'action, tu n'as même pas le temps de douter parce que tu es dans l'action. Tu essayes. Tu te casses la gueule, tu
tu itères ou tu contournes l'obstacle, tu passes à autre chose. Parce que ton objectif, c'est de réussir ce que tu es en train d'entreprendre. Donc, arrêtez de douter et passez à l'action. C'est aussi simple que ça. Car ça m'arrive de me dire que je n'ai pas ce qu'il faut pour exécuter un job. Tu n'as pas ce qu'il faut pour exécuter un job. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Réponds sur la partie chat. Parce que je pense avoir compris ton problème. Si tu es dans le domaine du graphisme. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu n'as pas ce qu'il faut pour exécuter un job? Est-il possible d'allier agence et freelance? Exactement. Oui, il est possible d'allier agence et freelance. Wad, moi, Kharmat. Wad, il y a un Kharmat, vrai. Les bûcherons. Okay. Oui, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. En fait, il faut être, je ne vais pas dire très organisé, mais super, méga, je ne sais pas, tous les mots là, organisé, quoi. Après, il y a organisé, tu vois. Parce que en fait, tu donnes, comme par exemple, moi, en fait, quand je dis un truc à un client que le dossier, tu l'auras le lundi ou le dimanche ou n'importe quel jour, je m'assure que je joue ce jour. Bon. Tout en sachant que tu as du taf à l'agence. Des fois, tu as prévu de descendre à 17h30, de rentrer chez toi, de faire du sport, de t'affaire sur ton truc jusqu'à 1h, 2h du matin. Et 1h, 2h du matin, tu te retrouves toujours en agence. Et après, quand tu rentres, il faut que tu fais tout pour terminer ça et pour envoyer. Ça veut dire que ça cadre comment je vais expliquer? C'est ça qui te motive en fait. Et autre chose aussi, il faut pas être gourmand quoi. Il faut pas être gourmand. Il faut pas prendre tout ce qui passe parce que en étant en agence, en étant en freelance, des fois ça passe quoi. Des fois tu as des gros projets, mais si tu regardes ce que tu fais dans ta journée en agence et des fois les heures que tu rentres chez toi, déjà avant que tu rentres chez toi, les bouchons à Dakar, c'est compliqué. Tu descends à 17h30, tu te retrouves chez toi à 20h ou à 21h. Le temps que tu prends un bon bain, manger, truc, il fait 23h. Et après, tu as que 1 heure, 2 heures de temps pour taffer dessus. Tu dors 1 heure ou 2 heures. Tu te réveilles à 5h du matin pour repartir au taf. Donc, il faut être super organisé et pas être trop gourmand, quoi. Prends les projets que tu peux rendre à temps. Quitte à ce que tu perdes de l'argent, mais c'est important, quoi. C'est important de respecter ses délais. C'est important de respecter ses clients parce que quand tu leur dis que tu envoies ça le jour tel et que tu l'envoies, il faut se dire que d'accord. Et il faut aussi leur faire savoir que tu es en agence. Tu es en agence, tu vois, et ils vont se dire que, OK, c'est une personne qui est super occupée, il est en agence, comme par exemple, moi, mes clients, je leur dis que je réponds les messages, les mails à partir de 18h30, je commence à répondre, j'envoie des mails, je prends les calls, les trucs, et il faut leur comprendre que tu es en agence et que tu taffes, et que si tu rends le travail à temps, ils vont se dire, OK, le gars, il est occupé, mais il est sérieux, et il fait du taf, c'est qualitatif en fait. Donc, du coup, s'ils ont un autre truc ou s'ils ont un truc à recommander à quelqu'un, ils vont pas hésiter, quoi. Je pense que ouais, c'est ça. C'est très compliqué. Tu es en train d'expliquer, mais tu vois que c'est compliqué. Quand je dis c'est compliqué, oui, c'est bien possible de bosser en freelance et de bosser en agence. Mais c'est très coûteux. Et quand je dis c'est très coûteux, c'est très coûteux en termes par rapport à toi, par rapport à ta personne. Quand je dis par rapport à ta personne, c'est que toute la journée, de 8h à 18h, là, créer des concepts originaux et de satisfaire certains clients. Loolu mooy beneen problème. Au-delà de problème de discipline, parce que oui, tu peux de temps à autre t'organiser par rapport à certains projets et de livrer. Quand tu parles de livrer à temps, oui, tu peux même
étaler le projet. Le client te le demande sur 3 jours, tu lui dis non, je ne peux pas le faire sur 3 jours, je le fais sur une semaine. Et toi, dans la semaine, si tu reçois le brief, tu peux te permettre d'y penser pendant 3 jours avant de toucher au projet et d'y toucher peut-être le week-end, tu peux le faire tranquillement et livrer carrément avant le lundi. Ou même, moi je le faisais quand j'étais en entreprise, c'est-à-dire tout ce que j'avais comme tâche, genre au-delà du boulot, je le faisais le week-end. Et du coup, moi, le week-end, j'ai l'impression de même pas me reposer. C'est-à-dire, j'ai l'impression de faire 7 jours sur 7. Mais après, derrière, ce qui est intéressant, ou l'impact qu'il y a, c'est qu'il y a l'impact par rapport à ta productivité, mais surtout par rapport à ta santé mentale. À long terme, ce n'est pas soutenable. C'est pas soutenable. Après, bon, si tu as l'organisation qu'il faut, mais surtout par rapport au-delà de l'organisation, mais surtout par rapport au choix, c'est-à-dire cette discipline de choisir tes projets, bon, je pense que là, tu peux t'en sortir. Parce que tu choisis tes projets, surtout que par exemple, tu peux tomber sur des projets où on te paye des millions sur 2 jours de travail de toi, c'est-à-dire par rapport à toi, sur 2 jours de travail, tu vas des MTN par-ci, ñu xëy def dugal médical 2 jours ñu tëdd seen kër liggéey bi après ñëwaat agence toog wala benn Modou Sall jóge fee xam nga ñu jox la marché bi nga xool après entreprise nga xam ni y a pas beaucoup de boulot ces temps-ci nga laal sa congé jël sa 2 jours congé nga ne na ngay week-end fekk yow tu es en train de bosser sur un projet boo xamante ni leer na la ni on te paye le triple de ton salaire sur 3 jours de boulot. Ben ouais, c'est parce que tu as les compétences. Mais après, derrière, qui peut faire ça? Bosser en agence et bosser en freelance, qui peut faire ça? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, qui es-tu pour pouvoir le faire? Est-ce que tu as les compétences qu'il faut? Parce que ça, c'est pas un travail de débutant. Parce que c'est pas un débutant qui va se permettre de faire ça. Genre, quand tu es débutant, déjà, boo demee agence, boo commencé dem agence rek, boo wàccee da ngay sonn goo xam ne doo ko mën a expliquer. Mais ben, je pense que c'est l'aspect où ça demande d'être vraiment expérimenté, mais surtout cette expérience qui te permettra de pouvoir choisir tes projets, mais surtout le fait de choisir tes projets te pousse à bien négocier tes projets comme il faut pour pouvoir bien l'exécuter et rendre ça optimal comme il faut. Donc oui, c'est possible de bosser en freelance comme en agence, mais il faut savoir qui tu es pour pouvoir le faire. Il y a autre question. Ok, quels sont les plus grands défis que rencontrent les freelances dans la gestion de leur temps et de leurs clients et comment surmonter? Gestion de temps, gestion de clients. Quels sont les défis? Les défis, gestion de temps, gestion de clients. Défis d'organisation, rien d'autre. Je pense que c'est juste ça, organisation. Quelles sont les obstacles limites de développement? Les obstacles limites par rapport à ta carrière de freelance, je pense d'abord c'est les obstacles en tant qu'entrepreneur. D'abord, tu es obligé de faire ce qu'il faut, après de gérer ta comptabilité, mais après, il faut que tu puisses mettre en place des process pour être plus efficace, mais surtout optimiser tout ce que tu fais pour que tu puisses avoir le temps d'aller chercher d'autres clients. Parce qu'en réalité, c'est pas intéressant de communiquer sur toi sur les réseaux ou de bosser que sur un projet par mois alors que tu n'as pas assez de rentrée. À un moment donné, c'est plus intéressant d'être salarié. Mais ce qu'il faut faire d'abord, c'est faire le nécessaire d'abord par rapport à ta communication, mais ensuite faire le suivi qu'il faut pour s'assurer une rentrée d'argent ou de clients, et ensuite faire le nécessaire pour que tes clients soient satisfaits et que tu puisses avoir du temps pour toi. Mais surtout, ce temps-là pour toi, c'est pour toi. Quand je dis pour toi, moi, que tu puisses faire autre chose, que ce soit dans le domaine créatif ou dans un autre domaine. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait de grandir, c'est-à-dire de faire grandir ton projet ou ta structure. Parce que quand tu es freelance, tu ne vas pas rester éternellement dans l'informel. Donc, ça revient par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il faut que tu sois formel. Et après, le fait d'être formel, après, il va falloir que tu grandisses.
Le fait de grandir, c'est quoi? Aller atteindre les 50 millions de chiffre d'affaires. Une fois que tu atteins les 50 millions de chiffre d'affaires, tu es obligé de te restructurer pour commencer à avoir. Ce n'est plus, tu n'es plus la personne qui bosse en freelance. À un moment donné, tu deviens une agence. Tu deviens une agence parce que tu seras obligé de recruter quelqu'un qui te fera, qui te gère tout ce qui est community management. Tu es obligé d'avoir un commercial à côté. Peut-être comptabilité. Tu commences à déléguer ça, tu payes chaque 6 mois un comptable pour que vous gérez sa comptabilité. À un moment donné, tu es obligé de sortir de l'opérationnel. Tu es obligé, des fois, tu vas recruter 2 autres graphistes, voilà, ben graphiste, pour commencer à gérer les projets. À un moment donné, tu es obligé d'en prendre même 2 ou 3. Pourquoi? Parce que atteindre 50 millions de chiffre d'affaires, c'est très compliqué de l'atteindre seul. Quand je dis que c'est très compliqué de l'atteindre seul, ce qui fait qu'à un moment donné, tu es obligé de commencer à apprendre à déléguer. Et apprendre à déléguer, c'est un défi. Et ça s'apprend aussi. Et c'est très compliqué. Mais je pense que c'est ça. Défi de maturité et avec tous les problèmes que ça engendre. Libas, est-ce qu'il est possible d'être en agence en même temps en freelance? Ça, j'ai répondu. Quelles sont les questions que vous pouvez donner? Ça, je pense qu'on en a parlé. Lorsqu'on est en agence, est-ce qu'il est toujours possible de signer le contrat à durée déterminée? Quand tu es en agence, la première des choses qu'on te propose, c'est un contrat à durée déterminée. Hein. Ça, tu vas pas. C'est rare que tu viens, qu'on te signe directement en CDI. Non, tu commences par stage, ensuite CDD, ensuite CDI, pas directement CDI. Et puis, ouais, les questions de contrat et autres, ça, c'est un sujet qu'on devrait mettre sur la place publique, quoi. Sur la place publique et en parler comme il faut. Parce que les entreprises, souvent, ils abusent. Mais aussi, genre, vous, les apprenants, souvent, vous ne savez pas ce que vous devez savoir. Vous avez dit que nous en entreprise, defal ko stage, contrat stage, defal ko 2 fois contrat de stage. Après, defal ko CDD, defal ko 3 fois CDD. Te du xam ni c'est pas normal muy am 3 fois contrat CDD. Te boo def naan contrat CDD 1 an lañ koy defal. Après, bu fa toogaatee ñu defalaat ko contrat CDD 1 an. Après, boo defu naan dañ koy dàq 1 mois. Après, jëlaat ko defalaat ko stage wala CDD. Et du coup, da ngay yéex am sax CDI. Mais loolu c'est question loolu mooy ñi bëgg nekk ci entreprise. Mais da ngeen war a xam ni CDD, tu n'as pas le droit de le faire, je pense, 2 fois. Ou après 2 fois CDD, tu n'as plus le droit d'avoir un contrat CDD avec cette entreprise. C'est directement un CDI. Et ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir pour qu'au moins, quand tu pars en entreprise, que tu nga xam lan mooy sa àq ak sa yelleef. Comment créer notre entreprise individuelle pour ne pas être dans le marché noir? Oui, Nangan Sambou, c'est très simple. Tu vas à Apix ou Union des chambres de commerce du Sénégal. Tu leur demandes, tu veux créer ton entreprise. Je pense que tu payes 20 000 ou 40 000, quelque chose comme ça. Et tu crées. En fait, vous faites qu'il y a un non commercial. C'est, je pense, 10 000 de plus ou 20 000 de plus. Vous voir ce non commercial là. Moi, comme par exemple, 240 studios ou Motsal Studio, etc. Ou genre le nom que tu auras choisi, Dope Studio, quelque chose comme ça, mon non commercial, pour nous bañ ko def ce tour bon. Parce que après, ce qu'il ne faut pas faire, moi, créer ton entreprise individuelle et ne pas mettre de nom commercial. Parce que le fait de mettre le nom commercial, ça te permet de job avec une structure qui puisse savoir que job ou avec directement, mais entreprise est une job. Parce que ça m'est arrivé, son première structure individuelle, ça me tourne la tête, beaucoup de non commercial. Mais arrivé à un moment donné, c'est-à-dire, je devais bosser sur une structure pour maintenir. En fait, c'était l'Union européenne. Quand j'ai déposé mes papiers, ils m'ont dit non, genre, il y a ton nom, on veut voir les papiers de ta structure. Après, j'ai compris qu'ils s'attendent
ils s'attendent à voir entreprise boo xamante ni dafa am non commercial. Et du coup, depuis là, j'ai changé l'entreprise, je l'ai mis au nom du label déclaratif, et ce qui fait que c'est le papier que j'utilise. Donc, quand vous allez créer votre boîte, faites le nécessaire au moins d'abord pour avoir ce nom commercial. Après, ngeen doogay dem créer seen structure. Une fois que vous avez créé votre structure, allez à la banque, surtout bu fekkee commencé ngeen facturer, allez à la banque pour créer votre structure. Comment ça s'appelle, votre compte bancaire. Vous allez recevoir même votre carte bancaire d'entreprise avec laquelle vous allez utiliser pour faire vos achats concernant l'entreprise. Vos achats concernant l'entreprise. Vous allez recevoir un chèque, je pense, 3 jours après. Après une semaine après, si je ne me trompe pas, vous recevoir une carte bancaire. Et carte bancaire, ça, duñ ci bind sa turu entreprise bi lañ ciy bind mooy non commercial bi nga choisir dès le départ. Sa chéquier sax boo koy jot aussi sa tur du ci nekk turu entreprise bi moo ciy nekk. Donc mooy li ma doon wax sànq rek, il faut pouvoir se détacher entre ta personne et ta structure. Et c'est ça qui fera que plus tard tu vas te verser un salaire pour dire que chaque mois 200 000 lay fay sama bopp, sachant que weer bi yëpp yaa koy liggéey, yaay liggéey ba entreprise bi am peut-être 1 million le mois, mais 1 million yi du yow. Parce que dans ta tête, ce confort mental bi ngay am mooy bu fekkee yaa def 1 million en une semaine ou 2 semaines, dans ta tête tu vas te dire que 1 million la gagné en une semaine, ma dem noos. Non, c'est pas toi, c'est 1 million nga liggéeyal entreprise bi. Parce que boo demoon agence ak loo mënti liggéey, parce que en agence même c'est ça qui se passe, mais tu bosses sur une campagne boo xamante ni du début jusqu'à la fin yow rek yaa ko def te fekk campagne boobu noonu on a payé 10 millions à la structure, salaire yi ñuy fay ci entreprise bi yëpp peut-être yow campagne bi nga def yow kese ñëpp moom lañ leen di fay, mais yow teewul li nga signé comme salaire loolu ngay am, pas plus. Donc discipline boobu noonu c'est pas facile, mais il faut faire ça. Il faut faire ça. C'est pas facile, mais il faut le faire. Mais nag je pense que ce serait intéressant qu'on en reparle ci beneen séance boo xamante ni on parle que de ça. On essaie de s'entraider pour ñi nga xamante ni ils veulent s'insérer dans le milieu professionnel et pouvoir s'établir comme il faut. Moi, j'arrive pas à descendre rapidement, hein. C'est grave ça. Ok, comment convaincre son client pour le prix cher que tu as fixé? Non, en fait, il n'y a pas de prix cher. Il n'y a pas à convaincre le client, non, donc il convaincre le prix, non, il n'y a pas ça. Les gars, vous facturez en fonction de qui vous êtes. La même prestation, tu peux le faire à 200 000, quelqu'un d'autre, même prestation, vous pouvez faire 1 million. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux? Déjà, moi, quand je am fitu facturer même prestation à 1 million. Yow la kan ba yow amoo fitu yéeg. En fait, c'est ça, tu factures en fonction de toi. Mais en fonction de toi, par rapport à quoi? Par rapport à tes compétences professionnelles, par rapport à qui tu es, par rapport à ton expérience professionnelle. Qu'est-ce que tu as eu à faire? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Mais surtout après, derrière, ce serait quoi l'expérience client que tu offres? Là, c'est par rapport à l'expérience professionnelle. Mais c'est quoi l'expérience client que tu offres? C'est-à-dire que si le client te dit oui, est-ce que dans l'année, ok, content, voilà, tu lui fais la proposition, le client, il te pose des questions, tu réponds à ces questions, voilà. En fait, c'est quoi le process? Vous faites que le client lui wax pareil, ça de 200 000, vous me faites 200 000, ça marche pas comme ça. Alors que onboarding client, genre dañ koy jaarale ci benn tunnel comme li ñuy wax tunnel de vente dañ koy jaarale ci benn tunnel ba nga xamante ni moment bi ngay wax prix da ngay wax rek mu ne la ok pas de souci ne la ndax par chèque la lay fay wala bu jotee devis day fay par virement wala bokkul. Donc vous facturez, mais vous facturez en fonction de qui vous êtes. Peut-on alterner entre les deux modes de travail au cours de sa carrière? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce serait même mieux de le faire parce que tu apprends plus. Tu apprends plus en faisant les deux. Hein?
Bon, faut que je termine toutes ces questions-là. Après, je pense que Jack m'a fait signe qu'il est l'heure. Jack, c'est ça? Non, faut qu'on termine. Non, faut qu'on termine ça. Bon, j'essaie de répondre rapidement aux autres questions. Euh, pour un stage, on m'a demandé mon portfolio, comment m'y prendre. À ce qui paraît, il y a différents portfolios. Je suis en première année. Euh, ouais, c'est vrai. Quand tu es en première année, c'est très compliqué que tu aies un portfolio. Mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que tu es en première année que tu ne peux pas avoir de portfolio. Tu es en première année, tu as fait des cours, tu as appris des compétences, et ces compétences-là, tu devais t'exercer, c'est-à-dire faire des exercices que tu t'es donné, que tes amis t'ont donné, s'exercer, ou même des exercices juste, que tu as reproduit. L'idée, c'était de faire tout ça pour pouvoir avoir des réalisations. Ce qu'on te demande, c'est des réalisations pour pouvoir voir qu'est-ce que tu sais faire. Donc, si tu n'as pas pu le faire, rattrape-toi rapidement. Si tu ne peux pas te rattraper rapidement, essaie de t'inscrire dans une de mes formations de 90 jours pour être bon en graphisme. La différence entre le CV et le portfolio. CV, c'est ce que tout le monde a, curriculum vitae. Portfolio, c'est un document, ça peut être un document PDF ou interactif ou un site qui rassemble la plupart de tes réalisations, pour ne pas dire toutes tes réalisations. Parce que souvent, dans ton portfolio, tu mets juste les bonnes réalisations ou les réalisations impactantes. C'est pas parce que tu dois faire un portfolio que tu dois tout mettre. Donc, un CV, c'est juste quelque chose qui retrace, qui retrace ton parcours, ton expérience professionnelle et tes informations par rapport à toi. Et d'autres informations te concernant. J'aimerais savoir quand un client te contacte et te donne un brief, est-ce qu'il va te dire de mettre un dégradé ou masque de fusion ou bien c'est à toi de faire ce que tu xamul luy masque de fusion peut-être mu xam luy dégradé masque de fusion xamul luy masque de xamul le client li mu xam mooy li mu bëgg la la wax yow yaay xam nooy tojee bopp janaxam parce que wax na la ko nekkatul bopp janaxam sa janax la donc yow yaay xam nooy tojee sa bopp janax. J'aimerais savoir comment mesurer son niveau par rapport à ce qui se fait sur le marché. Comment mesurer ton niveau par rapport à ce qui se fait sur le marché? Déjà, il faut savoir de quel marché tu parles. Tu me parles de marché, mais si tu veux te référer ou te comparer au marché sénégalais, tu vas pas loin. Tu vois pas loin là. Mais si tu veux te comparer au niveau international, tu vas juste voir ce qui se fait au niveau international. L'autre mënul nga fexe mën ko aussi pour évoluer. Je ne sais pas si la question a été abordée, on se perd parfois sur le sens du terme freelance. Freelance, oui. Dans le livre, j'ai écrit freelance égale consultant. Oui, c'est vrai que les gens ils se perdent par rapport au terme. Mais le freelance, c'est le consultant. C'est le consultant par rapport à un métier. Et du coup, boo nekkee consultant dafa fekk nga maîtriser au moins li ngay def, ça c'est le minimum. On constate beaucoup d'étudiants sans expérience qui sortent fraîchement de l'école, se disent freelance, non pas par choix, mais plutôt pour éviter les réalités du monde professionnel ou agence de communication. En fait, moi, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu as dit, parce que c'est la réalité. Dañu amul fit, dañu ragal. Moo tax ñu jàpp naan non dañuy freelance. En plus, liberté bi ñu nekkee dafay neex ba nga xamante ni ils se disent que bon ñoom ñu ngi am client à gauche ñu ngi am client à droite donc voilà ñu ngi si génn quoi ñu ngi am benn 50 000 ci weer bi wala 100 000 donc ça va quoi te seen moroom yi ñoom 100 000 la ñuy am par mois donc ñoom 100 000 dañ koy am ci benn semaine wala après bu ñu ko amee ci benn semaine yeneen 3 semaines yi duñ def dara c'est parce que xamuñu li leen di xaar mais le jour où ils seront confrontés à la réalité, c'est-à-dire quand ils vont vouloir acheter une nouvelle machine et que une machine ça coûte 700 000 ou 1 million, etc., ils vont devoir
wuti solution. Mais aussi derrière, je pense que hier ou avant-hier, je l'ai dit à un de mes étudiants, je lui ai dit que qui ne progresse pas régresse. Quand tu sors de ta formation, tu termines la licence, si tu ne t'insères pas rapidement et que tu ne pratiques pas assez, tu vas régresser, qui vont s'insérer, même s'ils n'étaient pas assez compétents en classe ou évoluer, parce qu'en entreprise, il y a des défis et tu seras obligé d'apprendre de nouvelles choses. Ben, la liberté par rapport au freelance, c'est par rapport à de travail, à ses choix de boulot, des trucs comme ça. Quand on parle de liberté, c'est plus par rapport à ça. Mais liberté, en fait, pour moi, c'est question philosophique. Genre, exactement. Il y en a certains qui te parlent de liberté financière, mais peut-être qu'il n'est agence moo gën a libre nga xam ne freelance la parce que alors que ki nga xamante ni mu ngi nekk en agence il peut se faire salaire moom amul benn problème genre moom mu ngi ci jàmm moom bu wàccee 18 heures il est tranquille mu ngi noppal mu am na temps sax bu mu am et cetera kooku il faut revoir la notion de Barki Rasoulaye. MTN, je vais répondre à ta question, mais je vais répondre à ta question en kini, en dem. Après, on va voir ci yi ma nekk. Après, pour mën a tontu sa question, ñu xool nuñ ci liggéeyee parce que. Non, mais il faut le dire. Question... Arrêtez vous aussi. Ah. Comment on peut être millionnaire en tant que créatif? Il faut le dire ici et tout le monde en bénéficie. Ah. Non, millionnaire, c'est pas intéressant. Attention, millionnaire, c'est pas intéressant. Millionnaire, et war nga xam ni sax millionnaire, c'est pas intéressant. Parce que yéen ñëpp, que ce soit yow, MTN, Moudsal, Monsieur Sey, vous, que j'ai formé quand vous étiez en L1, L2, quand je vous parlais de millions et que je vous disais que, genre, je vous ferai atteindre votre premier million, genre, c'était pas des rêves, c'était pas juste wax ni pour wax. Bu ngeen bëggee mën naa bu ngeen kiiwul sax mën naa leen yoole fii léegi moo wax kenn ku ci nekk ñaara ngay non laisse ça vas-y parle faut dire ça mais yéen ñi ñëpp vous avez atteint votre premier million avant même genre de faire 1 an après la licence ou même pour ñenn ñi ko yéex am c'est juste 1 an après donc le million, pour moi, c'est pas grand-chose. Mais après, derrière, le milliard, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'une fois que tu as atteint le million dans le domaine créatif, après le milliard, tu vas te rendre compte que le métier créatif que nous sommes en train de faire, pour atteindre un certain niveau de liberté financière, c'est pas top du design, mon coin. Non, c'est pas ça du tout. C'est un autre level. Et vous ne serez pas des graphistes ou des motion designers jusqu'à 60 ans ou 45 ans. Donc, ce plan de carrière, c'est-à-dire quand tu es étudiant et que tu es en période d'apprentissage, tu dois faire le nécessaire pour apprendre et assimiler rapidement parce que et approfondir. Je me rappelle parce que des gens approfondir comme il faut. Mais, moment où non, dans ci toll, gis nga boko deful comme il faut, quelques temps après, da nga koy soxla ou da nga koy bëgg a def doo ko mën parce que contrainte yu bari mais nag boo ko defee comme il faut plus ngay gën di dem plus tu as une certaine évolution et tu vas te rendre compte que tu as besoin de te stabiliser d'avoir une équipe d'avoir un studio ou même des studios de te libérer ou de sortir de l'opérationnel pour pouvoir atteindre un niveau où tu vas juste aller négocier des marchés et pouvoir faire rouler, c'est tout. Mais après, on en reparlera. En dem.
C'est une question intéressante. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il faut aller pêcher. Non, toog muy dox. Comment réagir lorsqu'un client diffuse un visuel non validé? Non validé. Et que le résultat nuit à votre image d'agence. Ben, ça c'est intéressant. Toi, j'ai l'impression que tu as une agence, toi, Céline. Ben, tu sanctionnes. Moi, je sanctionne. Déjà, ta manière de faire. Pourquoi tu lui as... En fait, qu'est-ce que tu lui as envoyé pour me publier? Ok, c'est pas validé. Moi, je considère qu'une fois que tu as publié, pour moi, c'est validé. Quand tu reviens pour me dire quoi que ce soit, tu payes. Tu payes pour autre chose. Parce que le visuel que tu as publié, c'est déjà validé. Moi, là, c'est très dangereux. Les étudiants, bon, pour faire que étudiant, c'est pas grave. Mais quand tu es professionnel, tu bosses dans un projet qui n'est pas encore validé, qui est confidentiel, que tu publies ça sur les réseaux sociaux, en story ou en affaire maintenant. C'est très dangereux. Mais bon, les personnes qui sont, les gens qui sont plus matures et qui sont déjà dans le milieu professionnel, eux, ils ne feront pas ça. Mais ceux qui sont, bon, bu fekkee étudiant nga, pas de souci, tu peux te le permettre parce que des fois mooy tax nga mën a am yeneen client. Oui, vas-y MTN, tu as levé la main. Le temps que moi xool yeneen question yi. Bonsoir à tous. Je me présente Moustapha Nia. J'ai juste une anecdote à partager. Ce ne sera pas trop long. C'était par rapport aux stories des projets là, par rapport à la confidentialité des projets. J'ai bossé sur un projet avec une ONG. C'était un projet de motion design. Et j'ai pris une petite capture juste du côté de l'écran. Puis j'ai posté un story. Et je vous dis, les gars, souvent vous pensez que les gens ne sont pas en train de nous observer, mais ils vous suivent sans pour autant vous en rendez compte. J'ai posté une petite story. 5 minutes après, on m'a envoyé un message. Supprime le story. Point. J'ai supprimé sans faire un bruit. Après, je me suis rendu compte que les gens nous observent sans pour autant qu'on s'en rende compte. Et depuis ce jour, je ne publie jamais un projet tant que ce n'est pas encore validé. Et même si c'est validé et que je dois publier après, je demande l'avis du client. Et à chaque fois, je négocie ça au moment de faire le début. Si c'est un projet confidentiel, après, je ne dois pas publier. Donc, ça fera partie du devis en fait. Parce que c'est toi qui vas publier. Moi, je ferai une capture pour dire que soit tu partages, moi, je vais partager sur LinkedIn pour dire que j'ai bossé sur le projet, mais j'ai pas le droit de partager. Par contre, tu partages, après, moi, je vais partager. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu vas partager. Et après ta publication, moi, je vais partager soit sur Behance, soit sur Vimeo. Mais je suis beaucoup plus sur Behance. C'était ça que je voulais partager avec vous. Restez fort, restez créatifs. Merci. Super. Ça, c'est clair. J'ai rien à ajouter. Est-ce que la modélisation 3D est rentable au Sénégal? Je ne dirais pas non. C'est rentable, bien sûr. Pas cool. Mais ça, ouais. Waaw sëñ Ziz maa ngi ziar. Nice maa ngi nii de. Bon, j'avais trouvé vraiment affaire bi c'était cool. maa ngi doon suivre sànq bien que j'avais des questions sax mais deadline bi moo taxoon. Pas des questions sax, je voulais déjà intervenir si yenn point yi. Comme il y avait cette notion de temps, ma ne woon naa toog suivre comme bon pour la plupart. amoon nañu réponse ak yooyu. Et j'avais tardivement su que affaire bi dafay am mais vraiment je salue déjà initiative bi te nga wax sa gars yi rek bu amatee que ñi jàllale liens yi quoi ñu bàyyi siisu bi. bu ko yemale tu vois UGV. Vraiment affaire bi moom das style quoi vraiment te xam naa ne yeneen yi ñëw moom dina gën a ñëw et je compte Inch'Allah si le temps nous le permet après j'aimerais déjà intervenir après si yeneen yi ñëw. Ouais, mais tu peux point de vue si livre bi mais orienté si livre bi quoi. Exact. C'est intéressant, mais et puis tu peux noter les points sur lesquels tu voulais intervenir et que la prochaine séance, qu'on commence par ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous intéresse ici, c'est plus de partager qu'autre chose, mais le fait de limiter par rapport au timing, c'est plus pour que ça tire pas en longueur et que genre ñeneen ñi genre beneen yoon bu ñu bëggee ñëw ñu sentir affaire yi day guddee wala affaire yi
Ouais, effectivement. Donc, Effectivement. ouais, tu peux prendre note et qu'on essaie de faire ça, genre, de commencer par ça la prochaine séance. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord, allez, En tout cas, merci. merci, hein. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir participé. Donc, ouais, la modélisation 3D, est-ce que c'est rentable au Sénégal? Oui, je vois des gens qui se font de l'argent là-dessus. Wax ji mooy, c'est-à-dire qu'est-ce qui est rentable ou pas rentable au Sénégal? Il faut juste avoir sa niche et surtout essayer de voir les personnes qui sont déjà ci domaine boobu noonu. Bon, stage non rémunéré, est-ce que l'entreprise va gérer le transport de repas? Non. Souvent, les gens ils se cassent pas la tête forcément pour dire le job transport à Kini. Mais bon, ils vont se dire que peut-être le job d'ara, mais à la fin du stage. Donc, imagine-toi, tu seras obligé de te débrouiller pour le transport avec sa restauration durant le stage. Donc, c'est compliqué. Et même à la fin, mais peut-être à la fin, ça ne connaître comme il faut. Voilà, à la fin, le job est 20 000 ou 30 000. Tu risques de t'énerver pour rien. Donc, ne t'attends pas à ça et prends tes dispositions comme il faut. Quand tu es débutant, ton objectif, c'est pas d'atteindre ton premier million. Quand tu es débutant, ton objectif, c'est d'atteindre le maximum de compétences. Bon, une fois que tu as le maximum de compétences, c'est là où tu vas prendre comme deuxième objectif, atteindre ton premier million avec les compétences que tu as. C'est ma création qui nous ressemble. Ouais, donc je pense qu'on a fait le tour. Ouais, super. Je pense que... Ah ouais, merci Céline. Céline, toi, j'ai l'impression que tu as une agence et que tu commences à faire les 50 millions. Donc, ouais, je vais passer te voir. Bon, sur la graphiste, ou le kini. Mais, mais Moussafa, j'ai le cadre. Moussafa, bah. wax na lépp wax na lépp. Non, vas-y. Aussi xam nga ne booy wax je prends note. Non, ne fais pas ça. Je prends note. yow xam nga man li ma lay wax nan la wax PV am na lu ma intéressé yow nan la wax PV ouais non. Bon. Mais ouais, en gros, c'était ça pour aujourd'hui. Donc, peu importe qui vous êtes, choisissez votre combo. Que ce soit tu démarres en freelance, après tu vas découvrir en agence et tu reviens en freelance comme il faut. C'est-à-dire que tu as énormément appris en agence pour bien exceller dans le domaine du freelance. L'autre combo, c'est agence. Tu termines ta formation, tu pars directement en agence. C'est la chance que tu as. Et après, tu vas en agence, tu peux faire 5 ans en agence. Quand tu vas sortir de l'agence, tu n'es plus la même personne. 5 ans en agence, c'est évoluer plus de 10 ans genre, dans le domaine professionnel. Et après, tu peux choisir de dire, OK, je finis ma carrière en tant que freelance et tu vas pas seulement être freelance, mais tu vas devenir un grand entrepreneur. Ou bien, il y en a certains qui sont presque comme moi. Moi, j'ai jamais fait l'agence. Je ne sais pas si vous savez pas, mais moi, j'ai jamais fait d'agence de com. Mais j'ai formé des gens qui sont allés en agence. Et je les ai bien formés pour bien exceller en agence. Donc, du coup, mais le moment LOL, c'est plus parce que j'ai la discipline et l'autodiscipline qu'il faut. Je sais mes objectifs et je les réajuste. Les objectifs, ça se réajuste comme il faut. Moi, je choisis de freelance et je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir du freelance. Récemment, je bosse en entreprise. C'est une entreprise comme ça. Mais pendant un mois, il m'a fallu un mois pour m'adapter, genre que je bosse pour quelqu'un, quoi. Il m'a fallu un mois. Parce que genre, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas confortable le fait de vendre mon temps de 8 heures à genre 8 heures par semaine. 40 heures par semaine, 8 heures par jour. Je ne suis pas confortable. Et du coup, ça a chamboulé tout ce que j'étais en train de faire. Chaque jour, genre, j'ai du mal à être à l'heure ou être par rapport au timing, par rapport à mes objectifs. Et du coup, quand je descends à 16h ou à 17h, je bosse jusqu'à 23h et je ne peux pas dépasser minuit parce que je dois me lever encore le lendemain pour aller au boulot à 7h. Et du coup, c'est
c'était compliqué au début, mais maintenant, je me suis adapté. Quand je ne suis pas en entreprise, je ne pense pas à l'entreprise, je ne passe même pas au projet de l'entreprise. Dès que je sors de la boîte, je commence à passer à mes projets. Donc, du coup, il m'a fallu 1 mois pour pouvoir faire ce switch-là. Mais bon, c'est question d'adaptation, mais c'est question aussi d'organisation, discipline et autodiscipline. Donc, sur ce, que chacun trouve sa voie. Et c'est ce que je voulais ajouter. Oui, Moussa? Précisément nga dagg li nga wax léegi mooy sama xel am na mu ñëw quoi xam nga da nga wax problème mosoo def agence tout ça mais est-ce que le fait que tu aies évolué bon que tu fasses wala tu aies créé Creative Studio est-ce que loolu moom c'est pas assimilable à agence parce que bon xam nga ñu P20 bi ñu dañoo fekk presque ngeen quitté bon am nañu quelque temps année anormale yi quoi mais le fait ngeen doon liggéey en kii ak rythme de travail est-ce que loolu c'est pas assimilable mën nañoo ne aussi expérience boo xam am nga ko même si ne ko agence en tant que tel mais la manière dont vous fonctionnez aussi et ça c'est pas comparable. Exact. En fait, le truc c'est que moi je suis du genre à être parce que quand je veux maîtriser quelque chose, j'y vais avec une certaine intensité. C'est l'intensité qui me fait maîtriser certaines choses. Le fait d'avoir créé Creative Studio, bon, pour l'histoire, Creative Studio, c'est une structure que j'avais créée avec 4 camarades de classe. Et c'était considéré comme l'agence au campus. On était en licence 2, licence 3, je pense. Bon, l'entreprise a vécu pendant juste 2 ans. 2 ans ou 3 ans en entreprise, à l'université. Mais moi, je m'en suis servi comme laboratoire. C'est pas que c'était une agence comme les grosses boîtes, mais je m'en suis servi comme laboratoire pour mieux apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre dans le domaine dans notre domaine. Genre, et les autres, genre mes autres camarades, je m'en servais, je me servais d'eux comme des graphistes que je devais coacher dans les moindres détails. Et du coup, la structure Creative Studio, c'était mon laboratoire. Et du coup, j'ai pas eu besoin d'aller en agence parce que je l'ai fait comme il faut. Et aujourd'hui, si je devais aller en agence, je vais devoir m'adapter comme il faut parce que c'est pas la même chose. Mais je sais exactement ce qu'il y a là-bas. Parce que des fois, je discute avec certaines personnes qui sont déjà là-bas. J'ai même eu à bosser avec des potes qui sont aujourd'hui en agence et qui évoluent en agence, carrément en agence du début jusqu'à la fin. Et on continue à bosser, mais on a presque les mêmes méthodologies de travail. On est workflow, process, production, productivité, organisation, etc., etc. Et c'est ça le plus important qu'il faut aller prendre en agence. Donc, ouais, ça peut être considéré, mais c'est pas la même chose avec l'agence de communication en tant que tel. Tout ce qu'on peut apprendre là-bas. Aujourd'hui, moi, si jamais je devais aller en agence, c'est sûr que je vais apprendre énormément de choses. Oui, Khalidou. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce que je voudrais savoir, moi, déjà, est-ce que le fait de pas... moi, personnellement, j'ai jamais fait l'agence. Bon, j'ai fait une agence. J'ai fait une agence ici en stage lors de ma L3, mais en fait, le rythme de travail n'était pas aussi élevé que ça. Donc, je pense que c'est différent des agences comme Caractère ou quelque chose comme ça. Donc, si tu n'as jamais fait ces agences-là, est-ce que ça réduit tes chances en tant que freelancer, genre notamment en termes de carnet d'adresse, quand tu passes en agence et que vous avez certains clients, quand tu sors, tu peux toujours garder le contact. Si tu n'as jamais fait l'agence en tant que freelancer, est-ce que ça sera beaucoup plus difficile de réussir? Et aussi, est-ce que le principal comment je mets, une différence, ok, quelqu'un qui est passé en agence et quelqu'un qui n'est pas passé en agence, est-ce que ce serait en fait la capacité à s'organiser, la discipline, etc. C'est ma question. Non, le fait de ne pas passer en agence, c'est pas que ça réduit tes chances. Mais je dis simplement que le fait d'y aller, en fait, tu peux tomber sur des gens qui sont partis en agence, mais qui n'ont pas appris tout ce qu'ils devaient apprendre en agence, qui n'ont pas les réflexes qu'il faut, ou qui ont juste appris, mais ils ne vont pas pouvoir réussir en freelance. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas parti, ça réduit tes chances. Non. Tu n'es pas parti en agence, mais si tu as le cadre qu'il faut, si tu as été formé comme il faut, et que tu as le cadre qu'il faut pour réussir, pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en agence, c'est ça ta chance en tant que tel. Ce n'est pas forcément aller en agence. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est tout ce que tu vas apprendre en agence.
tout ce que tu vas apprendre en agence. Difficile de réussir, bon, je ne sais pas, ça dépend, il faudra revoir la notion de réussite. Pour moi, ça dépend de tes objectifs. Qu'est-ce que tu vas atteindre comme objectif? Si tu vas atteindre comme objectif, comme Céline, 50 millions de chiffre d'affaires en 2 ans ou en 3 ans, tu te fixes des objectifs, tu listes les prestations que tu es en train de faire et tu te dis, OK, il me faut 5 logos. Genre, je fais un logo à 150 000 ou à 200 000. Combien de logos je dois faire pour avoir 5 millions ou 6 millions sur 3 ans? Après, tu listes ça. Après, une fois que tu as listé ça, je fais du motion design. Dans le motion design, je fais animation de logo, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Combien de motion design je dois faire pour atteindre tant de millions? Tu fais la même chose pour toutes les prestations que tu fais. Une fois que tu as fait ça, après, tu te poses, tu dis, j'ai 3 ans pour atteindre mes 50 millions de chiffre d'affaires. Et c'est question d'objectif. Tu fais le nécessaire pour avoir les prospects qu'il faut. Tu te dis, OK, pendant 3 mois, je fais que de la communication autour de la création de logotype et j'attire toutes les personnes qui ont envie de lancer une boîte et je leur fais ça pour pouvoir atteindre mon objectif de tant de millions par rapport à la création de logotype. Après, je propose aux mêmes personnes la partie motion designer. Une partie de la partie motion designer, ça peut être animation de logo, ça peut être animation, présentation de structure, etc. Après, il y a les autres services, création de brochures, création de documents, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, après, c'est question de process, question de comment faire pour atteindre tel ou tel objectif. Je suis en train d'étaler des méthodologies, mais ouais, c'est juste ça pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ah, Calvi, je n'avais pas vu ton message sur la partie chat. Oui, il y a des gens qui ont écrit sur la partie chat. Est-ce que non? Bon, bien sûr. Pas Khalid, qui? Oui, MTN, réponds au gars qui dit est-ce que c'est possible d'être à la fois motion designer et graphiste? Je vais essayer de répondre. Je vais répondre bref. C'est lui qui dit est-ce que c'est possible d'être motion designer graphiste? Bon, et pour être motion designer, un bon motion designer, il faut être un très bon graphiste. Parce que le motion design, d'abord. Parce que le motion design, c'est du graphisme animé. Un très bon graphiste d'abord. Le reste, c'est laisser à Aziz répondre. Non, oui, oui, Khalidou, reviens. Après, oui, Abdou. Ouais, donc, moi, je pense que je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Récemment, je suis passé en agence. C'était juste en remote. Ouais, remote, ouais. Donc, j'ai un petit peu expérimenté le rythme. Excusez-moi, c'était parti. Ah ouais, je disais l'avantage, je pense, en freelance, comment tu peux essayer de compenser l'expérience que tu peux avoir notamment en agence, au-delà du rythme de travail, c'est quand tu es freelancer, c'est comme si tu étais solopreneur et que, au-delà de tes compétences techniques de graphiste, tu seras forcé de développer des compétences sur comment je fais pour communiquer, comment je fais mon marketing, ma marque personnelle, mon personal branding pour attirer des clients et tout. Et ça, c'est des choses, on ne t'apprend pas forcément ça ici, si c'est en infographie. Donc, je pense que c'est l'avantage. Et tout ce qui est automatisation, organisation, etc. C'est vraiment un truc très large, en fait. Et je pense que c'est l'avantage, en fait, si tu veux faire cavalier seul, faire freelancing, je pense ça demande de la discipline, ça demande de l'organisation. Je pense que si tu veux, en fait, compenser le gap de quelqu'un qui est passé en agence, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'était mon avis sur ça. D'accord. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un sujet bon à maintenir. Du moins, c'est dire parce que il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse des séances sur maintenir. C'est juste pour parler de nos expériences freelance, expériences en agence, pour que les autres puissent
puisse, puisse apprendre de ça. Donc, ouais, je pense que on a fait le tour. On a dépassé de genre 45 minutes. Il y a Jack qui nous rappelle qu'il est l'heure. Mais ouais, c'est parce que c'est intéressant qu'on a débordé. Et le plus intéressant, le plus important, c'est que les gens apprennent. Et ouais, au moins, j'espère que les gens ont appris de nouvelles choses et que ça leur a servi. Et ils vont pouvoir faire un choix entre agence ou freelance. Mais surtout, le plus important, c'est peaufiner leur méthodologie d'apprentissage pour être excellent. Ensuite, se faire le premier million s'ils veulent avant d'aller en entreprise ou en agence ou continuer leur carrière de freelance. En tout cas, merci de votre aimable attention. Merci le mentor. That's it. Bye. Merci à tous. Merci au grand Kharkatou Mat. Comme moi, j'ai Moustapha Ba. Moustapha Ba, del joxe kii yow le premier milliardaire infographe communicant. Waaw dinañu gëstu. Coupé. Moustapha Ba sama numéro wave. Moustapha Ba wul xaale xaal leen nga partage millions yi. Sama numéro wave musul changé. Monsieur Dieng na la dégg de jaroon naa si am ñu naan génn maa ngi dem. Monsieur Kalidou. 3 dernières là. Monsieur Kalidou. Monsieur Kalidou. Monsieur Kalidou.